pour moi, ces deux sorties-là, de CNN+ et Fox Nation, c'est assez révélateur de cette nouvelle ère de l'OTT et de la SVOD qui consiste en fait à rompre les dernières barrières en termes de typologie de contenu qu'on pouvait voir sur la SVOD. Jusque-là, on était très focalisé sur les séries et quelques films, et là on voit qu'on commence à voir des services SVOD et OTT se lancer sur des contenus de type news, politique, sport aussi, on va en parler, et des contenus de flux, ce qu'on appelle les contenus de flux, donc tout ce qui va être divertissement, télé-réalité, etc., qui en fait étaient vraiment propres plutôt à la télé, et on voit que ces contenus-là maintenant arrivent sur de la diffusion en ligne, et donc c'est plutôt très intéressant. Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Pastille Actu aujourd'hui pour conclure cette année, puisqu'en fait au mois d'août il n'y aura pas d'épisode, je rediffuserai les meilleurs épisodes, alors les meilleurs épisodes, certains bons épisodes de l'année, ils sont tous bons évidemment. Pour cette Pastille Actu de fin juillet, j'ai le plaisir de recevoir Fabien Roch de TF1. Tu es responsable prospective et développement chez TF1, on avait déjà eu l'occasion de faire une Pastille Actu ensemble. Bonjour Fabien. Salut François. Et merci d'avoir accepté à nouveau cette invitation. Je suis ravi de te retrouver pour cette pastille avec une actualité chargée. J'ai essayé de sélectionner. On a sélectionné ensemble des sujets intéressants sur les médias en essayant d'être un peu, non pas exhaustif, mais de voir un peu sur tout type de médias, quels étaient les grandes news, les signaux faibles aussi, c'est important, on n'est pas juste dans le commentaire de petites news, mais c'est de comprendre un peu les tendances de ce marché. Donc on va parler aujourd'hui alors des éditeurs français, on va parler de Substack, de podcasts, de Twitch, de Facebook, de streaming évidemment, de sous-traitance dans les médias avec un article du Monde, donc pas mal de beaux sujets, mais tout de suite un billet que j'avais repéré de Frédéric Fillou dans sa newsletter épisodique sur la tech des éditeurs vu des points de vue de l'utilisateur. Il se met vraiment en tant qu'utilisateur intensif, on va dire, de médias. Je crois qu'il dépense quelque chose comme 1 500 € par an d'abonnement, donc il a quand même quelques titres. Et l'ami Frédéric, il va pas par le dos de la cuillère, comme on dit. Grosso modo, son titre, c'est « Les sites de presse sont techniquement à la ramasse ». Et donc, c'est un libre penseur. Frédéric, il a de l'expérience, il peut se permettre de parler de tous ces sujets-là. Mais je trouvais qu'il y avait dans ce billet d'épisodique des choses assez intéressantes sur les éditeurs, des enjeux surtout. Alors, il fait un peu la liste des choses qui, pour lui, selon lui, ne fonctionnent pas, que ce soit sur l'identification, les difficultés parfois de se loguer sur un site, entre l'expérience entre une tablette, un iPhone, enfin un smartphone, le site, etc., les moteurs de recherche. Donc il a toute une liste un peu de griefs pour expliquer pourquoi les éditeurs français, mais pas que d'ailleurs, sont en retard. Est-ce que tu as eu le temps, Fabien, de lire cet article? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont paru vraies ou peut-être parfois un peu trop dures de la part de Frédéric? Alors je pense qu'il faut pas trop tomber dans la dureté. Bon, c'est vrai que le ton est un petit peu acide parfois dans ce biais-là, mais il y a quand même un constat qui est réel. C'est celui de dire finalement que dans une expérience de médias en ligne maintenant, la tech c'est aussi important que le contenu. Donc il faut vraiment se mettre à la page. Et c'est vrai que ça met un certain temps. Il faut aussi faire évoluer je dirais la culture de ses équipes. Il faut recruter du monde qui sait gérer ce genre d'outils, parce que finalement on parle d'un produit en ligne, donc on n'a pas tous les mêmes budgets que les GAFA, et donc il faut faire vivre son produit aussi. C'est pas évident, mais c'est très très important de le faire. Exactement, et puis surtout en fait on est passé on l'a suivi ces dernières années, mais maintenant on a des abonnés grosso modo, donc tu le dis, c'est un produit, on doit avoir une relation abonné, une relation client
Donc forcément, en contrepartie, les attentes, elles sont un peu plus importantes maintenant. Ouais, tout à fait. Et bon, après, c'est important à la fois du côté du confort utilisateur, mais c'est aussi important pour le média lui-même, pour optimiser ses revenus, pour optimiser son trafic. Il y a quand même plein de choses à faire aussi de ce côté-là. Tu vois, tu me parlais de l'étude de Marion Wyss sur... l'étude sur la stack technique des éditeurs qui montrait un petit peu ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et ça, si tu veux, en lisant cette étude-là, il y a quand même des chiffres qui sont un peu alarmants. Je vois qu'il y a seulement 34% des éditeurs qui étaient interrogés qui disposent d'une brique d'A/B testing, par exemple. Bon, ça, c'est vraiment dommage. Parce que typiquement, là, c'est même pas uniquement une question de confort utilisateur. C'est vraiment une question d'évolution du produit dans le bon sens, au bénéfice de l'éditeur lui-même, déjà, quoi. Non, mais c'est clair. Et je pense que c'est pas qu'une question de moyens, parce qu'évidemment, c'est une industrie compliquée. On en parle souvent à ce micro, etc. Pourtant, il y a quand même des investissements qui sont faits. Il y a des subventions qui existent dans les aides à la presse. Est-ce que c'est pas une question de culture aussi dans les médias ? Si, je pense que c'est clairement aussi une question de culture, et c'est la culture, autant, tu vois, tu le disais, des investissements, du personnel, ce genre de choses, ça se trouve, entre guillemets, alors c'est pas en claquant des doigts, mais ça se trouve, mais le changement de culture, c'est un travail sur du long terme, c'est vraiment très difficile à faire, et dans les médias, je pense que, voilà, il y a cette transition qui est en cours, on le voit, mais c'est pas tout à fait terminé, donc ça veut pas dire qu'il faut, entre guillemets, virer les vieux et récupérer uniquement des jeunes qui ont la culture start-up, parce que là, on serait vraiment dans le cliché et dans la solution de facilité qui en serait pas une en réalité, parce que je pense que toutes les générations ont des rôles très très importants à jouer dans les médias, et en fait l'expérience c'est très très important, donc c'est pas ça que je suis en train de dire, mais ce que je suis en train de dire, c'est que effectivement il faut que aussi l'intégralité des collaborateurs ait conscience de ce changement de paradigme. Quand on lance un produit de média en ligne, on lance avant tout un produit dans lequel on diffuse du contenu média, mais c'est aussi un produit. Ouais. Et tu le disais, quand on fait payer les utilisateurs, c'est d'autant plus vrai. On est déjà très critique par rapport à des réseaux sociaux gratuits en termes de fonctionnalité, mais en fait c'est encore plus le cas quand on paye, et c'est normal en tant que client. Je suis assez d'accord. Et quand on parlait de culture, il y a aussi, alors il en parle bien dans son billet, lui il parle de la pesante culture du papier, qui est le produit noble. Alors même si c'est de moins en moins vrai, moi je le sens encore chez des clients effectivement où le numérique est pas forcément encore au même niveau, donc lui dit apparemment que ça peut même être inconscient dans le management. Il faut vraiment que ça vienne du top management, l'espèce de mettre en priorité ces développements numériques, qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans l'allocation de ressources. Est-ce que toi, par exemple, là c'est pas le sujet de l'épisode, mais chez TF1, est-ce que ce produit noble, la télévision, c'est quelque chose que tu sens aussi versus le numérique ? Je dirais de manière générale, dans le monde de la télé, effectivement, tu as quand même un peu cette culture du produit noble qui est la télé linéaire traditionnelle. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent quand même pas mal. Mais faut être honnête, c'est de moins en moins le cas quand même. Et tu le vois au niveau de l'organisation des entreprises qui évoluent, toutes les chaînes de télé ont vu arriver ce phénomène-là, où finalement les personnes qui sont chargées du digital, elles remontent dans l'organisation entre guillemets, et tu vois que ces équipes-là, elles sont de plus en plus valorisées, et les produits web sont de plus en plus valorisés. Et heureusement, parce que sinon en fait, le problème, c'est que si tu ne fais pas évoluer l'importance de ces produits-là au sein de l'entreprise, finalement, tu restes dans ton modèle de diffusion traditionnel, et le digital ne reste qu'accessoire, et tu laisses en fait d'autres acteurs émerger en digital sur ton secteur d'activité et prendre le marché finalement. Ouais, c'est clair. Donc, on parle souvent de la concurrence avec les GAFAM, mais je pense qu'il y a aussi un peu à regarder de leur côté sur la relation client, pour revenir un peu à ton point de départ. En tout cas, voilà, c'est important. Je pense que aussi, même si son billet est sévère, c'est important de voir la réalité, et puis de te dire qu'on doit se mettre aussi au niveau de ces plateformes. On ne peut pas que critiquer les plateformes, même s'il y a plein de choses sur lesquelles on peut les critiquer, et on pourra en reparler longtemps. Mais en tout cas, c'est vrai que sur le côté service client, relation client, ils ont à apprendre aux médias. Ouais, et puis t'as un petit point aussi que j'ai noté, qui est un peu pour moi... je dirais la fausse bonne idée, ou la fausse la fausse solution à tout. Il note aussi un point sur la personnalisation de l'expérience. Tu vois, typiquement, là je trouve que c'est un point de débat,
pour moi, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que on a l'habitude, si on compare avec les produits GAFA, on a l'habitude d'avoir une full personnalisation de l'expérience. Donc, tu arrives sur Facebook, tout ton fil d'actualité, il est personnalisé en fonction de tes abonnements à des pages, de tes amis, de ce qu'ils partagent, etc. Mais on l'a vu, c'est pas forcément une bonne chose parce que tu tombes dans des bulles algorithmiques, etc. Donc, cette expérience finalement d'éditorialisation de la page d'accueil qui a l'air un peu désuet comme ça quand on en parle, en réalité, je pense qu'elle est très importante parce que ça permet quand même d'avoir une base d'actualité commune que tu diffuses à l'ensemble de tes abonnés, l'ensemble des gens qui consomment tes contenus. Et ça reste quelque chose d'important. Alors, ça fait un peu, ça sent un peu, pour certains, ça sent un peu la naphtaline. En réalité, c'est quand même très important de garder cette espèce de mode de fonctionnement traditionnel de la presse, je trouve. Oui, avec une éditorialisation, un choix de sujet pour surprendre et puis qui correspondent pas forcément au centre d'intérêt déclaré de ton abonné. Exactement. Donc la personnalisation, c'est intéressant, mais attention, c'est pas la solution ultime à tout. Je pense que c'est important de garder quand même cette éditorialisation, et c'est aussi pour ça, je trouve, que tu payes pour de la presse en ligne. C'est clair, mais c'est vrai que c'est un serpent de mer, hein, ce côté personnalisation. À la fois, il y a beaucoup de choses à faire, mais ça coûte aussi très cher à mettre en place pour des fois des choses qui peuvent être un petit peu décevantes et où tu peux un peu faillir. Parfois, tu as ton contrat de lecture qui est, voilà, tu as un nombre de sujets à mettre en avant et c'est une question de curseur, mais personne n'a encore vraiment bien craqué ça. Et effectivement, là-dessus, je suis pas persuadé que c'est là qu'il faut forcément regarder ce que font les GAFAM sur cette personnalisation, avec ces histoires de bulles, comme tu le disais bien. Voilà, donc je mettrai les liens des articles et notamment de ce billet assez intéressant de Frédéric dont on vient de parler. Autre sujet, le crossover qu'on attendait, ou pas, mais moi en tout cas je trouvais assez intéressant. Substack, dont on a beaucoup parlé à ce micro, hein, qui est cette plateforme qui permet de lancer très simplement une newsletter payante. Et ben Substack se lance dans les podcasts, aux surprises. Donc c'est un article d'Axios qui en parle bien. Donc Substack va en fait financer le lancement d'un nouveau réseau de podcasts appelé Booksmart Studios. Et en fait pour Substack c'est le premier investissement majeur. Et pourquoi c'est important, à mon sens en tout cas, c'est que Substack voit là dans ce nouveau projet un moyen d'approfondir son engagement dans la publication de podcasts sur sa plateforme, et aussi une étude de cas sur ce qui est possible pour les réseaux de podcasts indépendants. Donc pour résumer, une espèce de MCN, hein, comme on dit, un multi-channel network, où ils vont financer des podcasteurs existants et en retour prendre une commission sur tous les revenus qui y seront générés. Est-ce que tu trouves ce projet, ce move logique, original, intéressant? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est intéressant. Je trouve que ce qui est assez intéressant à noter, c'est que je pense que c'est un double mouvement de la part de Substack, cette création du MCN. À la fois, c'est intéressant sur le plan du lancement d'une nouvelle activité. Voilà, ils lancent un MCN, c'est un business comme un autre. Ça a du sens pour eux. À partir du moment où ils créent un outil technique, ça peut avoir du sens de créer aussi une communauté de créateurs. Et finalement, c'est une manière d'investir dans du contenu aussi de leur part. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que c'est aussi une manière de valoriser leurs fonctionnalités autour du podcast. Les fonctionnalités intégrées à Substack, qui au départ est un outil de newsletter, mais qui était dédié au podcast, donc à du contenu audio, existaient déjà, mais n'étaient pas forcément extrêmement mises en avant. Donc là, le fait d'aller recruter des top créateurs qui vont faire à la fois de la newsletter et du podcast, c'est une manière aussi de dire voilà à tout le monde, regardez, vous pouvez aussi faire vos podcasts directement via les outils Substack, et ça c'est important. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très logique quand on voit ce genre d'actualité. Tu le disais, hein, c'était le crossover qu'on attendait. Pourquoi ? Parce que effectivement beaucoup de créateurs de newsletters font aussi du podcast, et inversement, il y a quelque chose de très naturel en fait dans le fait d'avoir les deux en même temps. Donc c'est plutôt un bon move de leur part, à mon avis. Ouais, et donc effectivement ce move d'être juste passé d'une plateforme, d'un outil, à vraiment produire du contenu où tu peux venir sur Substack, écouter des podcasts, etc. Et d'ailleurs avec des moyens assez ambitieux, hein, puisque comment ça fonctionne, grosso modo, donc ça a été lancé par deux journalistes donc Substack, Volo et Schwartz, qui ont reçu donc des salaires conséquents pour couvrir leurs salaires.
et derrière 5 producteurs, animateurs à temps partiel, et se lance avec des podcasts déjà existants. Donc c'est vraiment c'est pas juste un petit mot, c'est quelque chose d'assez ambitieux dans la lignée de ce qu'on a pu voir. Et tu citais un peu ce double mouvement, mais de plateformes comme Spotify qui sont allés chercher des contrats d'exclusivité. On est vraiment en fait dans la recherche là de contenu et la médiatisation et une monétisation de ce contenu. Donc c'est vraiment un move que je trouvais assez intéressant autour toujours de cette creators economy dont on parle beaucoup, mais qui attire vraiment un peu tous les regards. Encore une fois, c'est très très centré sur le contenu. Et pour info, alors là c'est plus le détail business, ils prélèveront une part de 10% sur chacun des revenus générés. Donc ça, je trouvais ça, c'est plutôt pas mal, parce que des podcasts, tu le connais bien, hein, toi tu es, je sais pas si je l'ai cité en préambule, mais tu as aussi ton podcast Anti-Brouillard. Des podcasts, il y en a beaucoup qui se sont lancés, c'est parfois dur de monétiser malgré la qualité du contenu. Donc peut-être se rassembler au sein de réseaux comme ça et de mutualiser le côté régie. Je pense que c'est des projets dont on va beaucoup entendre parler à partir de la rentrée 2022. Je pense que c'est un mouvement de fond un petit peu sur la monétisation. Une fois qu'en fait on a eu toute cette création de contenu, maintenant c'est comment on se structure et comment on le monétise. Ouais, complètement. D'ailleurs, puisqu'on parle de Substack, on passe à Facebook. Je vous explique pourquoi je dis d'ailleurs, puisque en fait Facebook lance Bulletin, donc c'est aux États-Unis uniquement. Bulletin, c'est tout simplement une plateforme de publication de newsletters avec des signatures de renom. Donc si ça vous fait penser à quelque chose, c'est normal. C'est ce que faisait Substack avant. Donc c'est le nouveau projet stratégique de Facebook pour aller chercher des nouvelles voix et des créateurs pour... Et évidemment, c'est toujours l'objectif de Facebook, créer du trafic dans son écosystème. Est-ce que tu as vu passer ce lancement du bulletin ? Ouais, effectivement, j'ai vu passer ça. Alors, c'est la stratégie classique à la Facebook. On regarde un petit peu ce qui marche ailleurs chez d'autres acteurs, soit des acteurs qui sont émergents, soit des acteurs déjà bien installés. Et puis, on essaie de répliquer les fonctionnalités pour voir si ça fonctionne. C'est pas parce que Facebook pique cette idée à quelqu'un d'autre que ça va forcément être un échec sur Facebook. Il y a quand même, moi je reste toujours choqué par cette capacité qu'a eu Facebook à récupérer des fonctionnalités de Snapchat sur Instagram par exemple. Au début tout le monde se disait mais non mais c'est naze en fait, c'est juste un copycat. En fait finalement on voit que les chiffres d'Instagram sont extrêmement pertinents. Donc ouais, c'est pas parce qu'on récupère une fonctionnalité chez un autre que ça va pas marcher. Bon après il faut voir aussi comment c'est distribué. Est-ce que les bonnes communautés sont activées pour qu'il y ait finalement un vrai usage de cette fonctionnalité bulletin. Sur Facebook on voit que finalement c'est le théâtre aussi de pas mal de relais de communication pour des groupes politiques ou des groupes d'influence, d'intérêt qui communiquent beaucoup via Facebook. On le voit en politique, hein, notamment en France, on est assez touché par ça. Il y a pas mal de groupements politiques qui communiquent via Facebook, donc peut-être que c'est aussi on sait que sur les podcasts typiquement et sur les newsletters c'est quelque chose qui marche très bien, les espèces de niches politiques, donc peut-être que sur Facebook ça va faire décoller bulletin. Peut-être qu'ils vont tester des choses sur WhatsApp. Moi j'aimerais bien qu'ils essayent aussi un peu de la distribution sur WhatsApp. Ça n'a pas beaucoup bougé effectivement la distribution sur WhatsApp. On a vu quelques initiatives les dernières années, mais pas grand-chose quelque part. Ouais, et c'est étonnant parce que tu vois, on voyait des actualités autour de médias américains qui commençaient à communiquer via du SMS, ce genre de choses. Je trouvais ça vraiment intéressant et WhatsApp a pas encore trop pris ce virage-là. Pareil, je les attendais beaucoup sur l'e-commerce aussi. On parlait du live commerce, etc. Et en fait, WhatsApp est finalement resté très en retrait sur toutes les annonces du groupe Facebook, si je peux l'appeler comme ça. Ouais. Donc ouais, j'aimerais bien qu'ils testent des choses sur WhatsApp. Ça pourrait être très pertinent sur Bulletin. Mais bon, c'est vrai que tu vois, Twitter fait pareil finalement en rachetant Revue, en se lançant aussi sur des fonctionnalités newsletter, en copiant Substack encore une fois. Et là, pour le coup, je trouve que Twitter, en termes de communauté, est mieux armé que Facebook parce que Twitter, c'est la plateforme sur laquelle tu suis déjà des journalistes. Ouais, de spécialistes. C'était la plateforme des istes, des hobbyistes, des spécialistes, des journalistes. Exactement. C'est clair. Mais sur ce côté un peu copycat, c'est vrai que c'est intéressant parce que bon, je vais pas dire que c'est une spécialité de Facebook parce que tous le font, mais quand il y avait eu cette hype sur Clubhouse, dont on parle plus trop d'ailleurs ces dernières semaines, il faudrait que je regarde, mais j'ai l'impression qu'on n'en parle plus des masses, mais Facebook avait lancé Live Rooms, Spotify a lancé
green rooms, ou je sais plus si c'est exactement ça le nom, mais tu sens quand même à chaque fois une espèce dès qu'il y a un produit qui sort et qu'il y a un peu de hype derrière, ils sont tous en train d'essayer de copier, et des fois quelques semaines ou mois après c'est trop tard, tu vois. Donc après Facebook, comme tu l'as dit, quand même bénéficie d'une grosse communauté, et puis ça les rapproche un peu aussi du monde de l'édition, comme j'avais noté, c'est quand même un secteur où ils étaient pas beaucoup, mais grosso modo, cette créateur d'économie dont je parle, l'économie des créateurs avec des journalistes, des écrivains, qui est quelque chose qui est un vrai mouvement de fond. Ils n'avaient pas trop le choix d'y aller. Donc, à suivre le lancement donc aux US. Sur les copycats, t'as peut-être quelque chose à rajouter sur Non, mais effectivement, enfin sur le fait de se lancer dans le monde de l'édition, si tu veux, il y a quand même quelque chose qu'il faut noter sur Facebook. Le problème, c'est que si tu ne fais pas de vidéo, t'as pas vraiment de moyen de gagner des revenus, tu vois, en créant des contenus. Et donc finalement, c'est aussi une manière de permettre à certains types de créateurs, tu vois, comme je te le disais, il y a beaucoup de créateurs de contenu sur des sujets typiquement politiques. Ces gens-là, en fait, ne génèrent pas de revenus, ils n'ont pas d'abonnés à quoi que ce soit, et finalement, s'ils font pas de la vidéo pubée, eh ben, ils ont pas de revenus. Donc c'est aussi une manière, je pense, de permettre à certains types de créateurs, j'ai pas les chiffres, mais peut-être que Facebook a analysé le fait qu'il y avait des créateurs de contenu plutôt sous forme texte, qu'ils n'arrivaient pas à retenir et qui passaient sur Substack pour générer des revenus, et peut-être c'est une manière finalement bien sûr, en disant nous on a l'audience qu'on connaît parce qu'on a la data, on vous fournit des outils, donc parmi ces outils on a du newsletter, mais ils ont les créateurs aussi la possibilité de se créer un site. Alors il faudra voir si c'est sur Facebook, comment c'est intégré dans Facebook, mais ils ont un site et cette monétisation. Donc ça peut être intéressant s'ils arrivent à faire le lien. Après c'est toujours pareil, comment est-ce que ce sera mis en avant, est-ce qu'il faudra payer pour avoir du trafic, quel sera le reach, tous les sujets qu'on connaît quand on est sur Facebook. Mais en tout cas, voilà. Donc, bulletin de Facebook lancé aux US. On va suivre ça de près pour voir si derrière ça va arriver en Europe et ce que ça voudra dire pour Substack et pour les journalistes. Autre sujet, donc qui est aussi un hot topic quelque part du moment, c'est le streaming. Je pourrais presque dire la guerre du streaming. Ce qui m'y a fait penser, donc c'est cette annonce que j'ai vue sur le lancement de CNN+, qui est la plateforme de streaming dédiée de CNN. Donc c'est intéressant parce que c'est une chaîne de télé de broadcast à l'origine. Donc ils ont annoncé ça pour le premier trimestre 2022. Et selon une source proche du dossier, l'offre sera payante, sans que de tarif n'ait été communiqué à ce stade. Service d'abord lancé aux États-Unis, puis disponible à l'étranger à moyen terme. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que dans cette offre, puisque c'est une chaîne de broadcast à la base, il y aura 8 à 10 heures de contenu en direct chaque jour. Sur cette sortie, avant qu'on parle plus généralement du streaming et de cette guerre du streaming, cette sortie de CNN+, est-ce que ça t'inspire quelque chose ? Ça m'a fait penser à l'annonce qui avait été faite par Fox du lancement de leur service OTT Fox Nation. Finalement, pour moi, ces deux sorties-là, de CNN+, et Fox Nation, c'est assez révélateur de cette nouvelle ère, je dirais, de l'OTT et de la SVOD, qui consiste en fait à rompre les dernières barrières en termes de typologie de contenu qu'on pouvait voir sur la SVOD. Jusque-là, on était très focalisé sur les séries et quelques films, et là on voit qu'on commence à voir des services SVOD et OTT se lancer sur des contenus de type news, politique, sport aussi, on va en parler. C'est finalement et des contenus de flux, ce qu'on appelle les contenus de flux, donc tout ce qui va être divertissement, télé-réalité, etc., qui en fait étaient vraiment propres plutôt à la télé. Et on voit que ces contenus-là maintenant arrivent sur de la diffusion en ligne, et donc c'est plutôt très intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est incarné directement là par CNN et par Fox, si on pense à Fox Nation. Donc ce sont les acteurs de la télé eux-mêmes qui se saisissent du sujet et qui se disent, en fait, on va pas laisser n'importe quel géant de la tech lancer des services de SVOD autour de la news. On va nous-mêmes prendre le parti de lancer nous-mêmes notre propre service payant et ne pas attendre typiquement que Netflix commence à faire des JT, si je caricature. Ouais, et ce qui est tu as tout à fait raison, ce qui est une bonne transition pour parler de Netflix, qui a un problème. Netflix, donc c'est un article de Ars Technica qui en parle, qui Netflix en fait voit pas mal d'abonnés. Donc sur le dernier trimestre, ils ont je sais plus, je crois que c'était 350 000 désabonnements. Alors ils continuent de gagner un peu d'abonnés, évidemment, il y a quand même de la croissance, mais elle ralentit et beaucoup plus de désabonnements. Et il parlait carrément là de d'hémorragie dans l'article
d'abonnés aux US et au Canada, avec pas de signe que ça revienne. Alors, je tiens quand même à rappeler que Netflix, encore une fois, a quand même de la croissance, reste de loin le premier service de streaming payant, avec 209 millions d'abonnés. Le deuxième étant Disney, qui en a 104, donc on est quand même dans un rapport du simple au double, pour des revenus de 7 milliards sur le deuxième trimestre. Donc voilà, il faut pas être inquiet non plus pour Netflix, mais quelque part, il y a cette concurrence. Alors eux, dans l'article, disent que c'est pas la concurrence, mais quand tu vois quelque part, donc ce lancement dont on vient de parler, mais tous ces lancements qui se sont faits ces dernières années, en fait, maintenant, il y a quand même un choix qui est assez important en termes de plateforme. Il y a un choix très important et en plus de la part d'acteurs pour le coup qui sont pas du tout émergents. Quand tu vois les plateformes que tu as, notamment aux États-Unis maintenant, bon, tu as bien sûr Hulu qui existe depuis quelques temps. Maintenant, tu as quand même Disney+, HBO Max, Peacock, Paramount+. Enfin, c'est quand même des plateformes. Apple, Amazon Prime Video, etc. Et c'est quand même assez marquant. Moi, je suis très très impressionné, je dois avouer, par ce mouvement des majors américaines qui retirent des catalogues de contenu de Netflix et Amazon et compagnie, leurs contenus clés, qui se disent qu'elles vont lancer leur propre plateforme et qui cartonnent. Franchement, Disney+, c'est super impressionnant ce qu'ils font. Ils ont vraiment une croissance d'abonnés qui a été phénoménale, et c'est pas étonnant de voir que finalement il y a une perte, il y a ce qu'on appelle le churn, pour utiliser un terme anglais, chez Netflix, parce que les gens commencent à regarder aussi la concurrence, et quand on voit les catalogues typiquement de Disney+, c'est très impressionnant. Il y en a pour les adultes, il y en a pour les enfants, donc finalement on se pose vraiment la question. C'est assez légitime. Ouais, et d'autant plus que, et ils ont raison, Netflix, d'avoir fait ça, on peut se désabonner facilement. On n'est pas loqué quelque part, donc on peut avoir la tentation, même de manière temporaire, de se dire, tiens, parce que telle série arrive sur telle plateforme, je vais aller m'abonner sur la plateforme pendant 2-3 mois et puis revenir. Donc je pense aussi que les gens maintenant peuvent plus facilement bouger d'une plateforme à une autre. Et avant que tu réagisses, je voulais effectivement une manière de montrer le succès de ces plateformes qui se sont lancées. C'est alors ça veut dire des choses, mais pas que. Mais le cours de bourse de ces plateformes, Discovery, Viacom, AMC, Disney, c'est vraiment envolé suite au lancement de ces plateformes de streaming. Donc quelque part, le marché salue totalement en fait tous ces nouveaux services et cette concurrence qui arrive. Donc ça explique aussi le lancement de CNN, etc. Quelque part, c'est un grand mouvement de fond. Ceux qui y vont réussissent. Ce sont des plateformes, si tu veux, qui ont assez bien tiré leur épingle du jeu dans le cadre du Covid. C'était un vrai pari aussi de la part de ces plateformes-là de commencer à faire de la sortie 100% SVOD sur certains films. Et ça a été fait avec grand succès. Alors, il y a très peu de chiffres qui sont diffusés par ces acteurs-là, mais quand tu vois ce qui s'est passé typiquement sur les sorties, donc déjà pendant le Covid, quand les salles étaient complètement fermées, ils ont fait des sorties 100% digitales qui ont très bien marché, alors que pourtant ils étaient sur des modèles qui n'étaient pas évidents à tenir, notamment Disney+, qui faisait payer des forfaits supplémentaires pour accéder à certains films, notamment c'était Mulan, il me semble, qui était le premier à avoir été diffusé en 100% sur Disney+, parce qu'ils ne pouvaient pas le sortir en salle, et ça a très bien marché. Ils ont eu une grosse consommation. Et là, ce qui est vraiment très marquant, je trouve, c'est que on est en phase, je croise les doigts en le disant, mais on est en phase de sortie de cette crise du Covid, et finalement, ces plateformes continuent à plutôt bien fonctionner, et on continue à voir que les sorties en digital fonctionnent, et surtout, élément très très important, ça ne cannibalise pas forcément les sorties en salle physique. D'accord, c'est pas un basculement, c'est pas par le jeu des vases communicants, en fait, les gens tu veux dire, les gens vont quand même au cinéma malgré la disponibilité sur les plateformes digitales, sur les plateformes de streaming. Écoute, c'est un peu ce qu'on est en train d'observer. Typiquement, un des seuls chiffres qu'on a vraiment pour faire le comparatif, c'est un chiffre qui a été communiqué par Disney+ autour de la sortie de Black Widow. Black Widow qui quand même est arrivé en top des classements sur le premier week-end de sortie en salle aux États-Unis. Ils ont fait 80 millions de dollars de revenus sur la sortie en salle, et en parallèle, alors même qu'il fallait payer $30 pour y avoir accès sur Disney+, ils ont généré 60 millions de dollars de revenus sur uniquement la consommation de Black Widow sur Disney+. Donc finalement, tu vois que cette espèce de dualité sortie en salle, sortie en ligne, elle fonctionne quand même plutôt bien, et je pense que pour les actionnaires, c'est un très très bon message. Ça veut dire, en fait, vous pouvez à la fois continuer sur votre modèle traditionnel de sortie en salle, ça marche, les gens reviennent en salle, et en même temps, vous êtes capable d'avoir des produits qui fonctionnent très très bien aussi sur de la diffusion en ligne.
Ouais, donc d'un côté, vraiment, il faut une bonne expérience au cinéma. On fait une sortie, c'est sympa, et c'est le côté expérientiel. Et puis après, ceux qui préfèrent regarder à la maison, là, c'est plus vraiment le contenu en lui-même. Mais c'est donc deux choses différentes, et on peut limite faire les deux, quoi. Ouais, tout à fait. Et dans les lancements, alors je tenais quand même à le saluer, même si ça m'avait fait sourire, mais je leur souhaite quand même le meilleur. Tout ce streaming Vidéo Futur. Donc c'est vrai que sincèrement, je pensais que Vidéo Futur avait disparu, alors que c'était quand même, ça m'a rappelé des bons moments parce que j'étais bon client de Vidéo Futur. Mais donc Vidéo Futur lance sa propre plateforme de streaming de VOD qui s'appelle Viva. Et une plateforme, ce qui est assez original sur le modèle, c'est sans abonnement, sans engagement. C'est vraiment de la pure VOD, achat à l'acte ou en location, avec toutes les nouveautés 3-4 mois après leur sortie en salle. Est-ce que tu penses qu'un acteur comme ça, Vidéo Futur, une nouvelle plateforme, on disait tout à l'heure que ça marchait systématiquement, mais est-ce qu'en France, qui est plutôt un petit marché à l'échelle mondiale, est-ce que tu sens qu'il y a encore de la place pour un nouvel acteur ? Je sais pas si c'est une question de place pour un nouvel acteur. Moi, je dois avouer que j'ai des petits doutes parfois sur la VOD. Je sais pas si c'est exactement le bon timing pour lancer de la VOD. Maintenant, on voit que les gens sont quand même très très habitués au format SVOD. Mais ceci dit, je te dis ça, et en même temps, tu vois, en tant que consommateur de contenu, je suis quand même parfois frustré par l'absence de disponibilité de certains films sur des services de SVOD auxquels je suis abonné, parce que je suis abonné à plusieurs services de SVOD, et malgré tout, certains films que je trouve pas. Alors du coup, comme beaucoup, et je pense aux États-Unis, on voit ces chiffres-là, hein, il y a beaucoup de multi-abonnements à différentes plateformes, donc on essaie de s'abonner à plusieurs plateformes en parallèle pour essayer d'avoir un catalogue qui correspond vraiment à ses besoins. En France, sur le cinéma, par exemple, si on retrouve pas ce qu'on a sur du Netflix, on a des plateformes comme Univerciné, par exemple, avec plus de cinéma indépendant, de cinéma étranger, etc. Mais malgré tout, on retrouve pas forcément toujours ce qu'on veut, donc ça m'arrive de temps en temps d'acheter de la VOD. Peut-être que c'est le service qu'on n'attendait pas et qui va plutôt bien fonctionner, qui va avoir un catalogue plutôt bien fourni. En plus, on n'a pas la même chronologie des médias sur la VOD, donc on sait pas. Mais c'est vrai que j'ai tendance à dire que la SVOD quand même a vraiment pris le pas sur la VOD en termes d'usage. Ouais, écoute, à voir. Eux, ils sont vraiment très dédiés au cinéma, donc s'ils ont des bons accords, de bons contenus, et que ça arrive assez tôt, donc là, ils parlent de 3-4 mois après la sortie en salle, pourquoi pas. Après, voilà, encore une fois, je leur souhaite le meilleur. On suivra ça, on pourra faire peut-être un petit update dans quelques mois sur... et ils visent plutôt les jeunes aussi, donc ça, c'était assez intéressant, parce que les jeunes sont habitués à veulent payer pour voir des films. Il faudra le temps nous le dira. Donc en tout cas, voilà, Viva, plateforme de streaming de Vidéo Futur. Il nous reste 2 sujets à traiter, Fabien. Un qui est tiré d'un article du Monde qui s'appelle « Les médias à l'heure de la sous-traitance », qui invite à découvrir un pan pas forcément très connu de la production éditoriale et de maquettes. En fait, donc il y a de nombreux médias en France qui font appel à des agences pour produire leur contenu. Donc ici des articles, des titres, Marie-France, Pipa ou les Arocs sur le côté maquette, etc. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que sous le titre, encore une fois un peu pas catastrophique, mais pas loin, parce qu'on parle à un moment d'ubérisation, je trouvais intéressant d'en parler parce que je pense que c'est quelque chose d'assez normal, quelque part, de sous-traiter une partie de sa production. Tous les sujets ne nécessitent pas forcément d'avoir des experts en interne, et puis peut-être que les équipes en interne peuvent se concentrer sur des sujets de fond. Et donc voilà, il parle un peu de TX Studio en France, de 6 médias. Alors à un moment donné, effectivement, il parle un peu de sous-traitance à Madagascar sur des choses qui sont un peu plus obscures et un peu moins glamour. Mais voilà, ça explique un peu la sous-traitance et tout le côté positif qu'il peut y avoir. Est-ce que voilà, tu connaissais un peu ces systèmes de sous-traitance sur le contenu? Est-ce que même chez vous, en télévision, j'imagine que c'est des choses qui se font assez naturellement? Oui, ben c'est vrai que si tu veux, quand on lit l'article, on a tendance à avoir cette opinion qui consiste à dire attention, c'est peut-être aussi de l'ubérisation de l'activité de la presse, etc. Bon.
dans la presse, déjà, pour moi, la vraie ubérisation de la presse, c'est plutôt les pigistes, en réalité. Là, on parle d'agence, donc si tu as quand même une structure, c'est plutôt des prestataires. Pour moi, c'est à comparer plutôt avec les boîtes de prod en télé, tu vois. Donc, la plupart des chaînes de télé, elles achètent une grande partie des contenus qu'ils diffusent à des boîtes de production à qui ils délèguent la production des contenus. Ça choque personne et ça t'empêche pas non plus d'avoir une ligne éditoriale. À partir du moment où c'est des boîtes de prod qui font des choses de manière qualitative, pour moi, c'est pas choquant. Et le fait que ce soit un phénomène qui arrive de plus en plus dans la presse, c'est pas du tout choquant. En plus de ça, ça te permet d'avoir une certaine flexibilité. On voit que ça permet finalement de lancer des offres sur des sujets de niche qui sont pas évidentes à lancer en investissant tout de suite dans le recrutement d'une énorme équipe de journalistes. Donc, ça peut être aussi une solution pour ajouter de la flexibilité dans ces maisons de presse-là. Ouais, clairement. Et puis quand on lit l'article, ceux dans ces agences ont des cartes de presse, ont de bonnes conditions de travail. C'est vrai que cet article, il est un peu paradoxal parce que il mélange du positif et du négatif. Et au début, on peut se dire, ah là, ça va. Tu sais, dans tout ce mouvement où il y avait après Science et Vie qui avait été racheté par Reworld, se dire, ils aiment pas les journalistes, ils veulent que des producteurs de contenu, c'est la fin des journalistes, etc. Alors, il y a des choses qui sont vraies. Et après, il y a du contenu qu'on peut sous-traiter sur du lifestyle, etc. Tout ne nécessite pas forcément des enquêtes et investigations. Et puis surtout, ça peut être un système, comme tu le dis, assez positif et vertueux quelque part pour tester des nouvelles choses sans forcément recruter. On sait quand même que l'économie des médias est compliquée, hein, donc avoir un petit peu de flexibilité dans ce monde-là est pas mal. Et voilà, donc j'invite, pareil, je mettrai le lien de cet article, c'est assez intéressant pour comprendre ce monde des agences, mais il y a des témoignages de journalistes qui y travaillent et qui a priori sont plutôt contents d'y travailler parce que peut-être un peu moins de précarité, ils ont un job, tout est assez clair sur les prix auxquels t'es payé, et c'est probablement, t'as raison de le dire, probablement moins précaire qu'un travail de pigiste où t'es vraiment dans une espèce de précarité parfois un peu extrême. Voilà, donc article du Monde, je vous mettrai le lien. Dernier sujet de cette pastille actu, Twitch qui est décidément incontournable. Donc là, on va plus parler aujourd'hui d'une thématique sur Twitch, parce qu'on pourrait parler vraiment... tout le monde va sur Twitch, mais là, c'était plus sur le foot. Il y avait un peu d'actualité, alors un peu plus récente et un peu moins, hein, mais on sait que la Ligue française de... la LFP, pardon, la foot professionnel, et la Ligue 1 produisent de plus en plus de contenu pour Twitch. Twitch donnait cette stat un peu hallucinante. En un an, il y a eu plus 1300% de contenu sportif. Donc on est vraiment passé de la plateforme de jeux vidéo à une plateforme en fait de live, de contenu. Hein. On peut plus du tout dire, je pense, que Twitch n'est qu'une plateforme de jeux vidéo. L'objectif clairement affiché, c'est pour toutes ces marques, tous ces médias, c'est de toucher de nouvelles audiences et d'engager la communauté, hein, puisque à ma connaissance, Twitch est la seule plateforme qui permet vraiment d'avoir un engagement comme ça avec sa communauté, malgré tous les essais de YouTube, de Facebook. Et puis voilà, encore une autre stat, l'OM qui a aussi investi un peu le Twitch, diffusé 2 matchs amicaux. Chacun des matchs a fait plus de 500 000 vues. Donc je trouvais ça quand même assez énorme. Comment tu vois cette arrivée un peu toi du foot, hein, quelque part, on va avoir du foot maintenant sur Twitch. Ça te paraît normal, cohérent? Est-ce qu'il c'est racoleur? Ouais, ça me paraît intéressant. Comme tu le disais, de manière générale, sur Twitch, on voit de plus en plus de diversité en termes de contenu. Tu vois, on tombe de plus en plus souvent sur des lives de musique aussi, tu vois, ce genre de choses. Oui, aussi des jeunes filles un peu dévêtues sur des piscines. Je sais pas si t'as vu ce phénomène aussi. Ah non, j'ai pas vu ça. Rien à voir, mais voilà, mais c'est en fait, c'est l'avant-chambre de OnlyFans, on va dire. Ah oui, d'accord, ok, bah pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a une diversité de contenu de plus en plus importante et c'est plutôt bien. Je trouve que Twitch, sur le plan vraiment purement technique, c'est une plateforme qui a tout pour être la plateforme de live sur Internet, multi-thématique, multi-contenu, et je trouve ça très bien. Ils ont fait les choses vraiment de manière assez impressionnante. Tu vois, notamment, je trouve que le fait d'avoir lancé une marketplace de plugins pour générer de l'interactivité avec ton audience, ce genre de trucs, c'est vraiment des choses qui sont très très sympas. Et puis, bon, c'est vrai que le foot, c'est pertinent à plusieurs titres. De manière générale, c'est pertinent parce que je pense qu'il y
y a une audience pour ça. Au-delà des jeux vidéo, je pense que c'est très cool d'avoir des clubs aussi qui s'impliquent dans la diffusion de contenu en live, dans du commentaire, etc. aussi dans la création de contenu sur Internet de manière générale. Mais c'est aussi à mettre en parallèle de cet achat des droits de la Ligue 1 par Amazon. Alors, certes, a priori, la Ligue 1 sera diffusée sur Amazon Prime Video, mais n'empêche qu'il faut quand même se rappeler que Twitch, c'est la propriété d'Amazon, et que sur d'autres sujets, on a vu des passerelles assez importantes entre Amazon Prime Video et Twitch. Notamment une fonctionnalité qu'ils avaient lancée quand c'était la mode là, de lancer les systèmes de Watch Party ou Watch Together, avec toutes les plateformes vidéo. Regarder avec ta communauté en live un programme. Voilà, exactement. Alors bon, et donc du coup sur Twitch, en fait, on pouvait regarder en live avec sa communauté un programme qui était sur Amazon Prime Video. Alors ça nécessitait d'avoir tous un abonnement Prime Video, mais n'empêche que il y avait ce pont-là qui était important. Donc à partir du moment où on se dit que la Ligue 1 va être diffusée sur Amazon Prime Video, est-ce que aussi c'est pas une manière est-ce que Twitch est pas en train d'encourager les clubs à se lancer sur Twitch justement pour qu'il y ait des contenus foot sur Twitch et que derrière on puisse lancer des passerelles. Peut-être que Amazon va faire de la promotion pour la Ligue 1 sur Twitch via les clubs ou pas. Enfin, en tout cas, les clubs s'intéressent à la diffusion du sport sur Twitch, et je pense que Amazon s'intéresse beaucoup aussi à cette diffusion de contenu sport sur Twitch pour faciliter les ponts entre les deux plateformes et faire la promotion aussi de la Ligue 1 sur Amazon. Ouais, c'est assez fou, hein. Donc ça, ils ont rien annoncé encore là-dessus, hein. Donc on va regarder ça, mais t'imagines, tu vois une affiche d'un match et tu directement sur Amazon Prime et tu choisis en fait qui va être ton commentateur, où tu veux regarder ton match, etc. Et tu peux passer après d'une room à une autre pour voir un peu le style de commentaire, etc. Il peut y avoir des choses assez folles à faire en termes d'interactivité entre Twitch et Amazon Prime. Ouais, complètement. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu utilises Twitch, comme je le disais, t'as quand même plein maintenant plein de plugins que tu peux intégrer à ton live et qui peuvent générer, tu vois, tu peux faire des sondages, tu peux faire plein de choses très sympas, vraiment gamifier des expériences. Et j'ai hâte de voir ce qui se passera sur Twitch dans le cadre de cette diffusion du football sur Amazon Prime Video. On suivra ça à la rentrée, donc là même en août, à la reprise, de voir un peu les annonces qu'il peut faire, mais Amazon a quand même des sacrés atouts dans en tout cas avec cette signature du foot et de Twitch, ça risque d'être assez fou. Merci Fabien, on arrive au bout de cette pastille d'actu. J'étais ravi de passer un peu de temps avec toi pour discuter de tous ces sujets. Bah écoute, c'était avec grand plaisir. Merci beaucoup François pour cette deuxième invitation. À refaire. Donc voilà, c'était une activité actualité un petit peu dense, mais beaucoup de sujets assez intéressants, des sujets de fond et plus légers. Voilà pour se tenir à jour d'actualité dans les médias. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine donc, pour des épisodes de rediffusion de l'été et à la rentrée pour une nouvelle saison de Mediarama. Portez-vous bien. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@causavostra.com. À bientôt!